Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bienvenue encore dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ousmane Mamoudou Kane. Nous parlerons avec lui de son parcours. Nous parlerons également de ce livre qu'il a publié, Mon devoir de servir. Et ce sera une émission entièrement consacrée à discuter non seulement de son parcours, mais surtout également des actions qu'il a eu à mener tout au long de son parcours dans les différentes institutions où il a passé, mais également dans son pays, la Mauritanie, qu'il a eu à impacter de par ses actions. Monsieur Ousmane Mamoudou Kane, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à Amani TV. Ben, je vous remercie, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors vous êtes au Sénégal, le Sénégal, la Mauritanie, c'est quand même un même pays. Je suis au Sénégal, je suis dans un pays frère, un pays voisin, un pays que je connais pas très bien, mais assez bien. Un pays où j'ai plaisir à venir. Alors vous êtes natif de la Mauritanie, justement, vous êtes ingénieur diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Étienne en France. Vous avez débuté votre carrière professionnelle dans le secteur minier mauritanien et vous avez ensuite rejoint la Banque africaine de développement, que vous avez, en tout cas, vous avez fait 15 ans avant de retourner à nouveau en Mauritanie pour servir comme chargé de mission auprès du chef de l'État. Vous avez également servi dans ce gouvernement mauritanien, vous avez été gouverneur de la Banque centrale, administrateur, directeur général de la SNIM et ministre des Finances également. Et quand on regarde tout ce parcours, vous décidez un jour d'écrire ce livre, Mon devoir de servir. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a surtout conduit à produire ce livre? Bien, je vous remercie. Je vais peut-être décevoir un peu. Quand j'ai commencé à écrire, ce n'était pas pour publier. J'écrivais parce que j'avais un peu de temps et j'avais pensé utile de consigner certains de mes souvenirs par écrit. Pour moi-même, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est ça qui m'a amené à m'installer devant mon ordinateur et à commencer à écrire au mois d'août 2024. Août 2024? Août 2024, j'ai commencé à écrire. Et je dois dire que c'est un exercice que j'ai trouvé extrêmement plaisant. Il m'accaparait. C'est au fil de l'écriture que je me suis dit peut-être que ce que je disais, ce que j'écrivais pourrait intéresser d'autres personnes. Peut-être qu'il y avait des leçons qui n'étaient pas seulement utiles pour moi-même et pour mes enfants, peut-être que ça pouvait être utile pour mes compatriotes et même pour d'autres Africains. Et c'est en ce moment que, avec les conseils d'amis, que j'ai décidé peut-être de donner une autre amplitude au manuscrit que j'ai préparé. Et c'est ainsi que, en décembre 2024, lors d'un séjour à Dakar, j'ai parlé à un éditeur qui s'est trouvé intéressé et le manuscrit a été finalisé dans ce sens. Mais l'élément déclencheur, c'est d'abord l'envie de mettre par écrit certains souvenirs. Alors, vous avez fait 15 ans à la Banque africaine de développement. Justement, nous sommes dans un contexte où la BAD aura bientôt un nouveau président. Quelle est votre lecture par rapport à cette actualité-là? C'est un moment important pour la Banque africaine de développement, l'élection d'un président qui est élu pour 5 ans, mais qui en général reste 10 ans. Donc c'est un moment très important pour cette institution, une institution que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Une institution très utile à l'Afrique, qui peut être utile à l'Afrique. Et les actionnaires vont choisir un président le 29 mai. J'espère qu'ils s'entendront le 29, parce qu'ils peuvent ne pas s'entendre le 29 mai. J'espère qu'ils s'entendront. S'entendre, cela veut dire qu'une double majorité claire
c'est porté sur un candidat ou une candidate. Il est bon d'abord qu'il y ait une unité, que celui ou celle qui sera élu bénéficie d'un appui très fort des actionnaires. Quant au profil, la Banque africaine de développement, j'y ai travaillé 15 ans, j'y ai travaillé avec deux très grands présidents. Le président Babacar Ndiaye et le président Omar Kabaj. Ce sont deux présidents, par leur profil, par leurs actions au niveau de la banque, m'inspirent sur ce que devrait être un vrai président de la banque, un bon président de la Banque africaine de développement. Babacar Ndiaye a marqué la banque par sa vision. C'est lui qui est à l'origine du rayonnement international de la banque. C'est Babacar Ndiaye, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Kabaj, c'est lui qui a instauré la rigueur, la transparence dans la gestion de la banque. C'est lui qui a inspiré confiance aux partenaires financiers, bilatéraux et des marchés financiers internationaux. Il est important que celui ou celle qui sera élu soit un visionnaire, mais soit aussi un gestionnaire rigoureux. S'il n'est pas gestionnaire rigoureux, il perdra la confiance rapidement des marchés financiers et des partenaires bilatéraux. S'il n'est pas visionnaire, il n'apportera pas ce que la Banque africaine de développement doit apporter à l'Afrique. Donc il est bon que celui ou celle qui sera élu le jeudi, j'espère qu'il sera élu jeudi, bénéficie d'abord d'un appui très fort des actionnaires, quel qu'il soit, et aussi qu'il ait ce double profil, visionnaire et gestionnaire rigoureux. Alors, visionnaire et gestionnaire rigoureux, vous en parlez parce que vous avez l'expérience, vous connaissez la BAD pour avoir fait 15 ans, on parlera justement de ça. Parlez-nous un peu de comment vous parlez de la BAD dans ce livre. Vous parlez de votre parcours, mais surtout des positions, brièvement, que vous avez eu à défendre lorsque vous étiez là-bas. C'est une belle période de ma vie, je dois le dire. C'est une belle période de ma vie qui n'était pas du tout planifiée au départ. Très tôt, très jeune lycéen, j'entendais parler de la Banque africaine de développement parce que les problèmes de développement m'ont toujours intéressé. J'ai entendu parler d'Abdelwahab Labidi quand j'étais élève au lycée. J'étais le deuxième président de la Banque africaine de développement. J'ai entendu parler de Samir Amin, que certains ici connaissent très tôt dans ma jeunesse, parce que c'est des problèmes qui m'intéressaient, même si je n'ai pas suivi la filière économique. La Banque africaine de développement, j'y suis allé un peu par hasard, je ne dirais pas par effraction, mais disons par hasard. Et quand j'y suis rentré, j'y suis arrivé au moment où Babacar Ndiaye était président, au moment où il faisait rayonner la banque à l'international, au moment où il avait délaissé un peu la gouvernance interne de la banque et s'occupait du rayonnement de la banque, pas de la gestion interne de la banque. Et je suis arrivé en ce moment-là, avec les difficultés que quelqu'un qui arrive dans cette situation-là, qui n'est pas apparenté à un groupe, à un clan, qui vient seulement par son expertise. Quelques années après, il y a eu l'arrivée de Kabaj qui lui a instauré la rigueur, a instauré la transparence, a instauré la promotion au mérite. Et c'est là que j'ai eu la chance de me mouvoir au sein de la banque, au sein de tous les niveaux hiérarchiques de la banque, tous les niveaux techniques, je veux dire. Président de la banque, c'est un poste politique. Mais technique, ça va jusqu'au vice-président. Donc, j'ai eu cette chance-là. Parce que la gestion de la banque le permettait, j'ai eu la chance de devenir chef de division, de devenir directeur, de devenir vice-président, par le simple fait que le président avait confiance en mes mérites. Et
pendant cette période de votre vie, il ne manque pas certainement des questions sur lesquelles, en tout cas, il était très difficile de travailler, qui touchaient peut-être la banque. Est-ce que vous pouvez juste nous en donner quelques, ou en tout cas une problématique qui vous semble plutôt... oui. J'ai été à plusieurs niveaux. J'ai occupé des positions extrêmement sensibles, où il fallait beaucoup de rigueur. La passation de marché, c'est le premier poste que j'ai eu comme manager à la banque. On supervisait la passation de tous les marchés financés par la Banque africaine de développement en Afrique. Quand on a à gérer maintenant les difficultés de passation de marché dans son propre pays, ça devient sensible, ça devient problématique. Et j'en parle dans le livre. J'ai été directeur des ressources humaines au moment où la banque était en expansion en termes d'effectifs et où il fallait étoffer l'organigramme. Donc il y avait beaucoup de recrutement, beaucoup de promotions à faire. La rigueur était encore plus nécessaire. Et j'ai eu affaire à des ressortissants de pays puissants. La confiance que ma hiérarchie m'accordait fait qu'on m'a laissé faire, on m'a laissé affronter ces pays puissants. Tout seul, j'étais armé tout simplement par les règles et procédures de la banque et par l'intérêt de la banque. Et ce n'était pas facile quand on sait l'influence? Ah ben, si vous lisez, vous saurez que ce n'était pas du tout facile. J'ai été directeur de la planification et du budget au moment où la banque, pour des raisons liées à l'insécurité qui commençait à naître en Côte d'Ivoire, a été transférée provisoirement, temporairement, en Tunisie, à Tunis, avec les conséquences sur l'explosion du budget. J'ai été vice-président. Quand le deuxième mandat du président Kabaj a pris fin et qu'il fallait gérer l'accueil du nouveau président avec des difficultés d'approche en termes de gouvernance et qui ont conduit à mon départ de la banque. Alors, M. Kane, nous allons revenir sur cette partie, ce passage où vous avez été directeur des ressources humaines. Alors, il y a un passage que vous évoquez dans ce livre et il semble que c'est une partie qui vous touche particulièrement puisque vous parlez de quelqu'un que la banque a perdu et vous parliez à son père. Et c'est un passage que vous avez décrit en expliquant, par exemple, le fait qu'il vous ait posé la... Vous lui avez dit d'accepter, car c'est la vie, acceptons, c'est la vie, pour vous citer. Et vous décrivez avoir été surpris par sa réponse, puisqu'il vous dit non, ceci n'est pas la vie. Vous avez répété et il vous répond non, monsieur le directeur, ceci n'est pas la vie. La vie, c'est quand le fils enterre le père, pas l'inverse. Que pouvez-vous nous dire de ce passage-là sur ce livre? Bon, d'abord, cette anecdote est une illustration des peines, parfois des douleurs, que le directeur des ressources humaines, derrière le sourire, vit en lui-même quand il gère certains aspects de la vie de l'institution. Le directeur des ressources humaines, c'est celui qui annonce des bonnes nouvelles, mais c'est celui aussi qui encaisse des mauvaises nouvelles. Nous avions perdu celui qu'on pourrait appeler le délégué du personnel de la banque. Et son père, qui résidait en Afrique de l'Est, est venu, donc je l'ai accueilli, je l'ai reçu. Je lui ai expliqué tout ce que la banque avait fait pour le corps de son fils, pour sa famille, et qu'on lui a présenté les condoléances. Je lui ai dit tout le respect dont jouissait son fils, enfin tout ce que quelqu'un doit dire au père d'un défunt. Il fallait conclure cette discussion. Mais je l'ai conclu par une formule très banale, que je pensais très banale,
ferait pas l'objet de commentaires de sa part. Je lui ai dit, bon, ça c'est la vie. Il me dit, non, ça c'est pas la vie. J'étais surpris, très surpris. J'ai dit, ça c'est la vie. Il dit, non, c'est pas la vie. La vie, c'est quand un fils enterre son père. Cette phrase m'est restée. Et je n'avais pas de réponse à lui faire. Et cette image m'est restée de ce père. Et je pense souvent à ça et je n'ai jamais oublié cette formule de sa part. Pour ajouter, et pour faire un peu un clin d'œil au président Kabaj, que le personnel trouvait un président très froid, un homme très froid. Quand il a rencontré le père, ce papa-là, quand il l'a rencontré, il a versé une larme. Tellement on a été touché par le comportement de son père, par la peine de ce papa. Et cette peine, c'est une peine que seul le directeur des ressources humaines peut vivre quand on rencontre les parents de défunts comme ça. C'est une phase très marquante de votre parcours en tant que directeur des ressources humaines, mais quand on parle également de vous, c'est d'abord votre éducation. Quand on revient sur ce livre, vous montrez votre attachement à la Mauritanie, mais vous parlez d'abord de l'éducation au tout début. Cela montre peut-être l'importance que vous donnez à l'éducation, mais quel est aujourd'hui votre regard quand vous comparez le système éducatif mauritanien, quand vous étiez élève et aujourd'hui, après tout ce parcours, et vous en parlez dans ce livre, pourquoi déjà cet attachement à l'éducation et surtout, quel est votre aperçu aujourd'hui? Quel aperçu pouvez-vous donner aujourd'hui du système éducatif mauritanien? D'abord, je serai un peu général et ensuite je serai un peu plus spécifique. Je serai général parce que je considère que la gestion de nos pays, économique, social, doit d'abord partir d'un fait. Et c'est le défi principal de l'Afrique. C'est le défi démographique. Le défi démographique? Le défi démographique. C'est un défi très important. Le taux de croissance de la population en Afrique est double du taux de croissance de la population mondiale. C'est valable pour l'Afrique et c'est valable pour la Mauritanie. Donc, ceci est une donnée. Et quand on dit défi démographique, on demande une réponse en termes d'éducation, en termes de civisme, en termes de création d'emplois. C'est dire l'importance que je pense on devrait accorder à l'éducation. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que au début de nos indépendances, moi j'ai été à l'école au début des années d'indépendance. Je suis le fruit de l'école républicaine, de l'école publique mauritanienne. Mes parents n'ont pas déboursé grand-chose pour ma formation. C'est l'État mauritanien, par son budget, qui m'a formé. Dans le primaire, dans le secondaire. C'est l'État mauritanien, via une bourse de l'État français, qui m'a formé dans le supérieur. Je ne dis pas que l'État doit le faire actuellement. La démographie a changé, on ne peut pas le faire. Budgétairement, on ne peut plus le faire. Mais il doit y avoir des formules par lesquelles on doit faire fonctionner l'ascenseur social. C'est indispensable pour la cohésion de nos sociétés. Et quand vous parlez de formules, de ces formules-là que vous jugez indispensables, vous faites référence à quoi exactement? J'en propose dans le livre. Je propose une formule pour faire en sorte que l'école ne soit pas un multiplicateur des divisions, des inégalités. Que l'école soit plutôt un moteur pour l'ascenseur social. Je propose des formules dans ce livre. Parce que je trouve que c'est indispensable. Sinon, on aura des sociétés à deux vitesses. Ceux qui auront des moyens matériels ou culturels vont éduquer leurs enfants de certaine façon et les autres seront laissés au bord de la route. Cela n'est pas bon pour nos sociétés.
Alors, cela n'est pas bon pour nos sociétés. Vous proposez la formule dans ce livre, mais pour revenir encore par rapport à ce livre-là, au-delà de votre parcours en tant que cadre, au-delà de votre parcours, vous vous attachez toujours à la Mauritanie. Qu'est-ce qui explique cet attachement-là? Je dirais, je ne sais pas un ouléma, mais je me sens un devoir quasi religieux de rendre quelque chose à ceux qui ont assuré la formation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'État mauritanien qui m'a formé. L'État mauritanien m'ayant formé, je me sens le devoir, en tout cas le devoir moral au moins, de rendre à la Mauritanie quelque chose. Ils ne sont pas nombreux, les gens de ma génération, de mon village, qui ont eu la chance que j'ai eue. Ce n'est pas parce que, par hasard, j'ai été choisi, j'ai réussi, que je dois abandonner les autres. Je me sens le devoir de le rendre. On n'a pas à me le demander, c'est à moi de le faire. C'est une obligation morale que je me sens de le faire. J'ai eu l'occasion de bénéficier d'autres nationalités quand j'étais étudiant, plus tard. Mais pour moi, c'était hors de question. Parce que ce serait, à mon niveau, je ne dis pas que c'est valable pour les autres. Je dis, moi, je le sentirais comme une trahison. Je le sentirais comme une trahison par rapport aux autres Mauritaniens qui, eux, n'ont pas pu bénéficier de ce que j'ai eu. C'est pour cela que je me sens fortement attaché à ce pays, fortement attaché au devoir de le servir. Parfois j'ai réussi, parfois je n'ai pas réussi. Mais ainsi va la vie. Alors, vous avez d'ailleurs, c'est le titre de ce livre, Mon devoir de servir. Alors, quand on revient toujours à la Mauritanie, vous avez été témoin de l'histoire récente, en tout cas de comment il y a eu des espoirs souvent qui n'ont pas été forcément réalisés. Aujourd'hui, quand vous regardez la Mauritanie, comment est-ce que vous vous projetez là-dessus? Est-ce que vous êtes toujours optimiste qu'il y aura effectivement ce développement-là qu'on cherche? Mais si on n'est pas optimiste, autant changer de nationalité. Il faut être optimiste. L'optimisme ne veut pas dire naïveté. L'optimisme ne veut pas dire qu'il faut reconnaître qu'il y a des contraintes, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais il faut être optimiste. Parce que il y a la force de la jeunesse qui est là. Il y a la force de la démographie qui est là. Il y a l'impatience des jeunes qui est là. Si on ne fait rien, si on ne prend pas le bon chemin, on ne mène pas les bonnes politiques, ces gens, ça peut être une bombe. C'est une chance. La jeunesse, c'est une chance. Mais mal gérée, mal orientée, ça peut devenir une bombe. Il faut éviter d'en faire une bombe. Il faut profiter de cette chance qui est la jeunesse de nos populations. D'autres pays vieillissent et s'en plaignent. Nous sommes jeunes, nous ne devons pas nous en plaindre. Nous devons essayer d'en bénéficier. Alors justement, avec cette jeunesse-là, vous êtes une inspiration pour cette jeunesse. C'est peut-être l'objet de ce livre pour parler un peu de votre parcours. Aujourd'hui, si les jeunes s'intéressent à votre parcours à travers ce livre, par exemple, quel point essentiellement pensez-vous qu'ils devraient plus, en tout cas qu'ils devraient s'intéresser davantage sur ces points-là, justement pour pousser au développement de la Mauritanie? Je n'ai pas la présomption de conseiller les jeunes de façon générale. Je n'ai pas cette présomption-là. Mais je peux partager avec vous ce que je conseille à mes enfants. Ce que je conseille à mes enfants, c'est d'avoir des valeurs. De privilégier les valeurs par rapport aux opportunités. Les opportunités, ça peut être éphémère, ça peut être trompeur. Il faut avoir des valeurs. C'est ça qui est durable. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut s'attacher à quelque chose de bien. La course pour le court terme, la course pour les promotions rapides, la course pour l'argent rapide, pour l'argent facile, je ne peux pas le conseiller à un jeune. En tout cas, je ne le conseille pas à mes enfants. Et donc, vous pensez qu'il faut privilégier les valeurs par rapport aux opportunités. Mais quand on parle de cette jeunesse-là qui aujourd'hui s'intéresse aux questions de développement, qui vous suivent par exemple,
quel est le conseil que vous leur donnerez pour, par exemple, participer concrètement au développement de la Mauritanie, de l'Afrique de façon générale? Les jeunes qui s'intéressent au développement, qui ont des valeurs, qui croient en leur pays, qui croient en leur capacité et en leur volonté de contribuer au développement de leur pays, doivent savoir qu'ils auront des difficultés, qu'ils feront face à des difficultés. Dans tous les systèmes, ils auront à affronter des obstacles, mais ils doivent persévérer. C'est en persévérant qu'ils trouveront leur voie, qu'ils arriveront là où ils veulent arriver. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à mes débuts. Le livre décrit certaines des difficultés. J'en ai eu beaucoup, mais je suis resté attaché à mon pays, je suis resté attaché à mes valeurs de rigueur et d'intégrité. Je pense que j'ai été rémunéré en retour et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas les difficultés que j'ai eues. Ça a été formateur. Il faut qu'ils prennent ces difficultés-là comme des écoles où ils se forment pour faire face à d'autres difficultés plus tard. Ils ne vont pas le regretter. Ils ne vont pas le regretter. Et quand vous en parlez dans ce livre, Mon devoir de servir, on peut vous croire puisque c'est après avoir vécu que vous avez commencé à écrire, vous l'avez dit. Quelles sont vos perspectives peut-être aujourd'hui? Vous avez dit que vous aviez commencé à écrire parce que vous aviez un peu de temps et vous avez apprécié en tout cas cette activité. Quelles sont vos perspectives par rapport à ça? Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à Mon devoir de servir numéro 2 par exemple? En tout cas la continuité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reçois beaucoup de conseils de faire... je ne sais pas. En tout cas, je dois dire que je n'ai rien planifié dans ma carrière. Ou bien tout ce que je voulais faire, ce que j'avais planifié, je n'ai pas pu le faire. J'ai fait autre chose. Ce livre n'était pas en plan. Ce n'était pas prévu de le faire. Est-ce que je ferai un autre? En tout cas, ce n'est pas prévu. Mais Dieu seul sait ce que je ferai. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. En tout cas, on espère qu'on aura encore des exemples, en tout cas d'écrits comme ça, qui peut-être nous parlent. Et une question, est-ce que vous avez eu, avec les retours que vous avez certainement, des gens qui reviennent sur des événements que vous racontez et puis qui discutent certainement, qui sont concernés directement par exemple? Le livre est tout récent. J'ai commencé à avoir quelques retours. À la séance de présentation du livre où Amani TV a été très présent et dont le film a été relayé à travers le monde, je dirais. Et je vous en remercie. Il y a un acteur qui a pris la parole. Peut-être qu'il n'avait pas encore lu le livre. Il a parlé d'un événement dont je parle dans le livre. Bien. J'espère que quand il le lira, il verra quand même que ce qu'il a dit peut-être est vrai à 60%, 80%, vous apprécierez. Et parce que là, vous parlez de choses que vous avez vécues, vous parlez vraiment d'expériences, de témoignages en tout cas. Je ne veux parler que de ce que j'ai vécu et de leçons que je tire de ma propre expérience. Je n'ai pas voulu dire on m'a dit. Non, on m'a dit, ceux qui ont dit écriront leur propre livre. Moi, j'ai voulu parler de ce que j'ai vécu personnellement. Et c'est en cela peut-être que réside, disons, l'intérêt de ce livre, c'est que c'est carrément de l'authentique. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir à Amani TV et c'était un plaisir également de découvrir autant de choses. On continuera de parcourir ce livre et on invite tout le monde, bien sûr, à lire ce livre, puisque les leçons qui y sont, on le pense, ne concernent pas forcément uniquement la Mauritanie, mais l'Afrique et en tout cas toute la jeunesse qui souhaiteraient avoir des miroirs pourraient certainement trouver leur compte. En tout cas, c'était un plaisir, M. Ousmane Mamoudou Kane. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup. Le livre s'inspire beaucoup de mon expérience mauritanienne et de mon expérience à la Banque africaine de développement. En tout cas, en termes d'expérience de travail. L'expérience mauritanienne s'applique à la Mauritanie, mais s'applique aussi à tous les pays qui sont similaires à la Mauritanie. Ils sont nombreux en Afrique. Mon expérience à la Banque africaine de développement s'applique à toute l'Afrique. Donc oui, ce livre est d'abord mauritanien, a d'abord un focus mauritanien, mais je me sens
très proche de la Banque africaine de développement. Je me sens de la famille de la Banque africaine de développement, donc de l'Afrique tout simplement. Donc de l'Afrique tout simplement. Merci beaucoup. Et peut-être le dernier message pour les Africains, voilà, de façon générale, qui nous suivent sur Amani TV. Je dois d'abord dire que j'ai été surpris par le nombre d'appels que j'ai reçus ou de messages que j'ai reçus à la suite de la diffusion du film d'Amani TV du 24 mai dernier. C'est un indicateur qu'Amani TV est suivi à travers le monde. Je peux citer 2 cas, parce qu'ils m'ont écrit, je pense que ça ne les dérangerait pas que je le dise. C'est l'ambassadeur de Mauritanie à Rome qui m'a dit qu'il est tombé sur Amani TV, il a vu mon image, il est resté. L'autre, c'est l'ambassadeur de Mauritanie à Londres. Donc, c'est 2 ambassadeurs par hasard qui tous les 2 ont suivi l'émission en direct. C'est-à-dire l'un à Londres, l'autre à Rome. Donc, Amani TV, au moins, n'est pas seulement suivi à Dakar. Et le film a circulé dans toute la Mauritanie. L'appel que je lance, c'est que l'Afrique soit plus présente dans les médias. Nous sommes à une période où, si on ne vous connaît pas, on vous ignore et vous n'hésitez pas. Le monde est submergé par des images qui viennent d'autres continents, d'autres parties du monde. L'Afrique doit occuper sa place dans ces médias-là. Nous allons vers l'ère, ou bien nous y sommes déjà, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne traite que ce qu'elle trouve. Mais il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent, il faut que l'Afrique soit présente, il faut que les perspectives africaines soient présentes. C'est en cela que je félicite les initiateurs d'Amani TV. En tout cas, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci également à vous. Merci à vous également, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir de présenter cet entretien. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.